Alors moi c'est Lunar, je suis membre de la Quadrature du Net et je suis aussi membre du projet Tor depuis quelques années. En fait, une des choses que permet Tor, c'est d'aligner l'outil du navigateur web avec ce qu'on en attend, avec nos intuitions sur comment il fonctionne. Quand on va lire un journal en ligne, on s'attend pas à ce qu'il nous lise en même temps. Parce qu'en fait, on a l'habitude de lire des journaux sur papier et que quand on attrape un journal sur papier, il n'est pas en train de nous surveiller en même temps, il n'a pas la capacité technique. C'est du papier, c'est d'un arbre mort, c'est inerte. La rédaction du journal, elle n'est pas à ce moment-là en train de savoir quel article on lit, combien de temps on y passe, qu'est-ce qu'on saute. Alors que pourtant, quand on va voir le même journal, les mêmes articles, le même contenu sur le web, et ben là, on a ce dispositif de surveillance qui se met en place quand on utilise un navigateur habituel où chacune des visites qu'on fait sur ce site, elle est enregistrée et elle est corrélée avec les visites qu'on peut faire après ou avant. Et sachant qu'en plus, la plupart du temps, les journaux ils vont avoir une régie publicitaire qui va donc afficher tout un tas de publicités, mais cette régie-là enregistre aussi les visites qu'on fait et peut même les croiser si c'est la même régie qui est sur plusieurs sites. De la même manière, le bouton j'aime de Facebook qu'on va retrouver pour que le journal on puisse partager un article, ce bouton-là informe Facebook du fait qu'on a lu l'article, et si on est connecté à côté à son profil, et ben Facebook apprend que Camille Martin a lu tel article. Donc nommément, ils peuvent connaître la nature des informations qui nous intéressent. Et ça, en termes de liberté, c'est terrible, parce que la liberté d'opinion, elle peut pas exister si on se sent pas libre d'aller consulter toutes les informations qu'on souhaite. Si jamais on a une personne qui est derrière notre épaule en permanence, en train de regarder ce qu'on fait, on va pas lire tout à fait les mêmes articles. Il y a des choses qu'on n'ira pas voir. L'intérêt de Tor, c'est de nous permettre d'avoir une isolation à la fois entre les différents sites qu'on visite, de façon à ce que la régie publicitaire ou Facebook puisse pas croiser nos différentes informations. Donc, il y a beau avoir un bouton j'aime sur le site du journal, Facebook apprendra juste il y a une visite sur cet article, mais pas qui. Ce sera très compliqué de savoir qui pour Facebook à cet endroit-là. De la même manière, la régie publicitaire pourra pas croiser les informations entre les différents sites. Alors ça fonctionne par l'intermédiaire d'un réseau de relais qu'on appelle le réseau Tor, et on doit être à 7000 relais à travers le monde que font tourner des bénévoles ou des associations comme la Quadrature du Net ou Nos Oignons en France, et donc ces relais, n'importe qui peut les utiliser, au sens où le logiciel Tor qu'on a sur notre ordinateur va en choisir 3 au hasard et faire rebondir l'information parmi ces 3 relais avec un système de couches, de chiffrement en couches, un peu comme des couches d'un oignon, d'où le logo du projet, et le nom du routeur en oignon, Tor. Et ces couches de chiffrement vont nous garantir que aucun de ces relais ne pourra reconstituer l'intégralité de l'itinéraire. C'est-à-dire que le premier relais qui va nous permettre de rentrer dans le réseau saura pas où on se retrouve, quelle est la destination. Le relais du milieu ne verra que le premier et le dernier relais. Et le dernier relais ne saura que notre destination, mais pas d'où on vient. Et donc, ça, plus tout un tas de protections techniques qui existent dans le navigateur Tor, permet de séparer le routage de l'identification. C'est-à-dire qu'on peut communiquer sans pour autant savoir qui communique, quelle machine d'internet communique avec quelle machine d'internet. Donc c'est impossible de connaître l'adresse IP en termes techniques, l'équivalent du numéro de téléphone sur le réseau, qui est de la connexion qu'on utilise pour aller voir un site, quoi. Ce que Tor fournit techniquement, c'est ce qu'on appelle les services oignons, et en fait c'est une façon de cacher la localisation d'un serveur. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet tout un tas de nouveaux usages. Par exemple, c'est très utilisé pour les services oignons sont utilisés par des plateformes qui permettent de faire fuiter les informations. Donc, il y a un des logiciels qui s'appelle SecureDrop, qui a été mis en place par Le Monde et un certain nombre de rédactions en France, de façon à ce que si des gens ont des informations confidentielles
à transmettre à des journalistes, ils puissent le faire par l'intermédiaire d'un site qui va essayer de garantir au maximum leur protection, au sens où ça va être difficile de les retrouver et donc de les identifier comme source. Et pour garantir que ces personnes se connectent bien à un serveur en passant par Tor, les services oignons sont joignables uniquement par Tor, donc on a cette protection-là. Et aussi, c'est difficile de savoir où se trouve physiquement le serveur avec lesquels ces personnes communiquent. Et donc, je sais pas, pour un État qui voudrait atteindre à la protection des sources, d'aller perquisitionner cette machine du jour au lendemain, parce que c'est difficile de savoir où elle se trouve. Et donc, ça, ces services oignons, c'est ce que les journalistes ont appelé le Darknet, qu'en 2012, on a vu la BBC faire un reportage en disant « On peut acheter de la drogue sur Internet !» Mais qui étaient les mêmes reportages qu'on avait vus en 1995, où des gens disaient « On peut... » Mais vraiment, les mêmes journalistes, si on reprend les archives de l'INA, « On peut trouver de la drogue sur Internet !» Parce qu'en fait, on peut trouver de la drogue dans la rue. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui vont utiliser des moyens de communication, mais tous les moyens de communication, le téléphone, Internet... ou en l'occurrence là Tor pour vendre de la drogue. Ce discours-là est repris derrière par tout un tas de gouvernements et plutôt de forces de l'ordre en disant oh là là, on n'arrive plus du tout à surveiller les gens, on n'arrive plus du tout à espionner, on va être dans le noir complet. Alors que le fait c'est que les moyens policiers en fait d'enquête fonctionnent encore. Il y a plusieurs personnes qui ont monté des sites comme ça de vente de produits illégaux et ils ont finalement été retrouvés. Le plus fameux, c'est Ross Ulbricht qui avait monté un site qui s'appelait Silk Road et qui a été condamné. En fait, ce que ces outils-là rendent plus difficile, c'est la surveillance constante de masse à pas cher. Oui, effectivement, ça fait que c'est plus difficile, mais en fait, ça la rend pas impossible quand il y a assez d'énergie pour faire des enquêtes. Les techniques policières habituelles, elles continuent à fonctionner. Mais simplement, oui, on retrouve un coût pour la surveillance, qui est le coût qu'il n'aurait jamais dû quitter dans une démocratie.